Oui. Pouvez-vous nous parler ici à Carvreil de l'immigration et de la crise économique, s'il vous plaît? Alors, la crise économique actuelle en France, qui est plus grave qu'ailleurs en Europe, tout d'abord n'est pas directement provoquée par l'Europe, comme le croit le Front National, en disant c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute de l'Europe. C'est pas forcément de la faute de l'Europe, c'est de la faute de la France. Puisqu'il y a d'autres pays d'Europe, notamment la Pologne, notamment la Grande-Bretagne, notamment un certain nombre, même d'une certaine manière l'Allemagne, qui réussissent à s'en sortir beaucoup mieux que nous. Donc c'est pas la peine d'essayer de reporter sur les autres, comme toujours, nos propres erreurs. C'est la politique, je dirais, socialiste, en fait, de la France, avec 57,17% du PIB mangé par les dépenses publiques, plus de 6 millions de fonctionnaires, un déficit de 2000 milliards d'euros qui ne dépend que de la France, etc., etc., avec la pseudo-politique soi-disant social-libérale de Valls, qui en fait n'est pas du tout social-libérale, c'est la continuation, c'est exactement la continuation d'une politique socialiste qui est unique dans les pays développés, qui provoque l'anémie française, qui provoque la récession et le chômage de masse en France. Chômage de masse qui s'élève à peu près à 3 millions dans la catégorie A de Pôle emploi, mais en réalité, globalement, et en tenant compte des dom-tom, qui dépasse les 6 millions de chômeurs. Ce qui est actuellement, on peut dire, un véritable record mondial. Donc ce n'est pas vraiment la faute de l'Europe, puisque d'autres pays européens s'en sortent. Alors la solution qui consiste à sortir de l'euro pour recréer le franc et pour permettre une dévaluation qui relancerait la compétitivité, c'est un argument d'ignorant, c'est un argument d'imbécile. Parce que d'une part, les dévaluations ne durent que 6 mois, n'ont d'effet bénéfique que pendant une durée à peu près de 6 mois, et d'autre part, une sortie de l'euro. Il ne fallait pas y entrer dans l'euro, on est bien d'accord, mais en sortir est encore plus difficile, parce que imaginons qu'on sorte de l'euro pour revenir à une espèce de néo-franc, eh bien, les importations coûteraient à peu près 2 fois plus cher, et tous les détenteurs de valeurs, que ce soit des valeurs à court terme ou des valeurs à long terme, ou des comptes en banque, ou de l'épargne, verraient ces valeurs dévaluées d'à peu près 50%. Donc cette crise économique a pour première cause la politique économique des gouvernements français depuis en fait Jacques Chirac et même depuis avant, avec une dette absolument abyssale, 100% du PIB, alors que sous Giscard elle était de 17% seulement du produit intérieur brut. Donc la faute, non, la faute n'est pas l'Europe. La faute n'est pas l'Europe, même si l'Europe actuelle, je suis tout à fait d'accord, l'Europe de Maastricht, l'Europe de l'Union européenne est tout à fait insatisfaisante. La cause en est endémique en France. Mais il y a une deuxième cause dont personne n'ose parler, et dont le Front National autrefois parlait, mais qu'il n'aborde plus aujourd'hui. La deuxième cause, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, l'immigration incontrôlée, qui est une cause de la crise économique française. Voilà. Alors, cette immigration incontrôlée, il y a d'abord les coûts directs et ensuite les coûts indirects. Et après cet exposé, qui d'ailleurs est développé le plus longuement par écrit dans mon blog, j'en aurais fini avec cette mini-conférence. Les coûts directs, c'est tout d'abord, ils sont gigantesques, on ne se rend absolument pas compte, les coûts des allocations. Je ne parle pas de l'aide médicale d'État, qui est donnée à tous les clandestins, qui sont mieux traités qu'un petit retraité français, hein, tout clandestin, donc ça fait un formidable appel d'air, évidemment, en provenance du monde entier, car tout le monde le sait. Donc il y a tous les coûts sociaux directs, il y a la sécurité sociale, il y a les coûts médicaux, il y a un certain nombre de prestations, d'allocations qui sont versées absolument à tout clandestin, en sachant que l'immigration aujourd'hui, ce n'est plus une immigration de travailleurs, comme c'était le cas autrefois. Autrefois, l'immigration, c'est l'immigration de travailleurs qui avait été organisée par le patronat pour baisser les coûts du travail. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est une immigration de clandestins, de faux réfugiés. C'est pour ça que moi je prône l'arrêt absolu de toute politique envers les réfugiés. De faux réfugiés et de regroupement familial qui a été organisé en 1974 par Giscard d'Estaing et par Chirac. Donc, première masse énorme de ces coûts qui pèsent sur les impôts, qui pèsent sur les charges des entreprises et qui pèsent sur les classes moyennes, donc sur les forces vives de la nation, donc sur les Français de souche qui travaillent pour les autres et qui sont donc des exploités
et qui sont donc des exploités en faveur de populations parasitaires, dont une grande partie aussi des fonctionnaires français. Ceci pèse énormément sur la compétitivité des entreprises et sur le pouvoir d'achat des ménages. Deuxième coup direct, l'aide, ce qu'on appelle la politique de la ville. La politique de la ville, soi-disant à des populations immigrées défavorisées, qui en réalité non seulement ne sont pas défavorisées, mais sont privilégiées, sont très largement privilégiées. Politique de la ville qui pèse sur les collectivités locales, qui pèse sur les communes donc, et sur les régions, et qui est faite absolument en pure perte, Cette politique de la ville coûte elle aussi extrêmement cher, dégrade le cadre de vie, et n'aboutit sur aucun résultat. Ensuite, il y a, comme troisième coup direct, ou disons semi-direct, il y a les problèmes scolaires. Une grande masse d'immigrés, de jeunes immigrés à l'école, a des effets négatifs sur le niveau scolaire général. Il y a des classes où il y a 24 nationalités, ce qui est absolument impensable, ce qui fait baisser globalement le niveau scolaire. Et là encore, à long terme, il y a un coût important pour toute la nation. Enfin, il y a ensuite les innombrables coûts indirects. Alors, les coûts indirects, c'est notamment la criminalité. La criminalité qui a des coûts indirects dans le domaine du tourisme, dans le domaine des commerces de proximité, dans le domaine de la politique pénitentiaire, dans le domaine des coûts de police, dans le domaine des coûts de justice. La criminalité, d'une manière générale, contribue à désagréger l'ambiance psychologique générale du pays, contribue à faire reculer les forces innovantes, contribue à créer une très mauvaise ambiance, et donc contribue à une sorte de pessimisme global qui, à terme, se fait sentir dans les phénomènes de récession. J'ajouterais que, comme par hasard, les municipalités les plus endettées, les régions les plus endettées sont celles où il y a le plus d'immigrés. Et j'ajouterais aussi que quand on prend l'ensemble des pays développés, ceux et les régions où il y a de moins d'immigrés, la population est le plus homogène, sont comme par hasard les zones où il y a le plus de... les zones où, comme par hasard, il y a le plus de croissance. Enfin, dernière chose, qui nuit à l'ensemble du pays, où l'immigration nuit à long terme comme coût indirect à l'ensemble du pays, pour prendre une espèce de comparaison facile, un peu facile, lorsque 2 bacs plus 6 de jeunes diplômés talentueux fuient la France, ben ça signifie que 2 bacs moins 6 venant du tiers-monde entrent en France. Donc là encore, il y a un coût énorme, c'est-à-dire le remplacement progressif d'élites par des populations beaucoup moins qualifiées qui, à long terme, amènent progressivement, sans qu'on le voit vraiment, ce qu'on peut appeler une tiers-mondisation de l'économie. Donc, pour résumer, l'immigration de masse incontrôlée en France, à laquelle s'ajoutent les problèmes posés par l'islam, avec tous ces coûts directs qui sont énormes et tous ces coûts indirects, sont une des causes numéro un, c'est une des causes majeures, disons, c'est une des causes majeures de l'anémie économique de la France qui est à 0% de croissance, ce qui en fait signifie qu'elle est en récession puisqu'il y a un accroissement par an de 0,5% de la population. Alors on me dira, imaginons qu'il n'y ait pas eu d'immigration. Alors on dit dans ces cas-là, n'est-ce pas, c'était indispensable. L'immigration était économiquement indispensable. Ce qui est faux. Et l'exemple du Japon nous montre le contraire. Certes, il n'y aurait pas eu d'immigration, il y aurait moins de Français aujourd'hui. Il y aurait moins de Français aujourd'hui qu'il y en a. Mais la qualité de vie serait supérieure, la criminalité serait bien inférieure, les coûts sociaux seraient bien inférieurs. Et surtout, même en se privant d'immigrer, même avec une faible natalité, cela aurait stimulé l'innovation. Des pays comme l'Inde, des pays comme la Chine, des pays comme le Japon sont des pays qui se portent beaucoup mieux économiquement et socialement et psychologiquement que la France et où il n'y a pas d'immigrés. Pourquoi il n'y a pas d'immigrés dans ces pays-là? Pour une raison très simple. Ce n'est pas parce qu'il y a des grosses barrières aux frontières. Je sais, ça ne sert à rien, les barrières aux frontières, elles sont poreuses. Mais parce qu'il n'y a pas de pompe aspirante. Aujourd'hui, n'importe quel étranger qui vient en France, quel qu'il soit de n'importe quelle zone, non seulement est inexpulsable, mais est payé. Souvent plus qu'un petit retraité français. Donc ça forme une pompe aspirante absolument énorme. Donc pour conclure, je dirais que oui, l'immigration incontrôlée en France depuis maintenant 40 ans est une des causes, et non pas la seule bien entendu, est une des causes du déficit économique majeur d'un État français
qui a abandonné toutes ses prérogatives souveraines. Merci de votre attention. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous appelez les effets de l'économie souterraine et criminelle? Alors l'économie souterraine et criminelle, c'est-à-dire c'est d'une part les trafics de drogue, qui sont extrêmement importants et qui représentent énormément de choses en termes de coûts de recherche par la police, de répression, etc., avec une très faible répression judiciaire, et qui alimentent une économie souterraine de la part de gens qui gagnent de l'argent, mais qui ne le remettent pas directement dans le circuit et qui en même temps touchent des allocations. C'est-à-dire que vous avez une grande partie de la population de certaines cités qui vivent entièrement d'une économie souterraine, en l'occurrence la drogue, mais pas seulement, divers trafics, trafic de pièces détachées, vol d'automobiles, etc., etc., tous fondés sur le vol, avec donc deux pertes énormes. D'une part, ces gens continuent de toucher des allocations, et d'autre part, ces vols et cette économie délinquante, évidemment, nuisent au produit intérieur brut national. Puisque tout ce qui est délinquant, tout ce qui échappe, même sans être directement délinquant, le travail au noir par exemple, tout ce qui échappe aux circuits sociaux et aux circuits économiques, dans n'importe quel pays du monde, hein, eh bien forcément nuit à la croissance de la richesse nationale. Et d'autre part, si en plus c'est une économie criminelle qui organise des cambriolages, qui organise des trafics de stupéfiants, etc., ça va, évidemment, ça a un coût. Ça a un coût très, 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 très important. Or, comme en France, on a refusé la politique, qui était la politique américaine, notamment dans la ville de New York, qui consistait à dire la meilleure des préventions, c'est la répression, hein, d'où la criminalité a baissé de 50%, avec Mme Taubira, qui est installée au ministère de la Justice et qui organise une justice laxiste, un peu comme un médecin qui prescrirait du whisky à son malade atteint d'une cirrhose du foie, on n'est pas prêt d'en sortir. Et qu'est-ce que vous appelez donc les coûts globaux? Alors, les coûts globaux, c'est les coûts psychologiques, c'est les coûts à très long terme de l'immigration. C'est-à-dire le fait que sur un territoire, il y a une population extrêmement hétérogène, ça crée des ghettos, ça crée des tensions, ça crée des frictions, ça crée des risques de guerre civile, surtout avec l'islam, et on n'a jamais vu une économie prospère, dans une zone en proie à des tensions. Et on l'a bien vu avec l'histoire romaine. Prenez l'histoire romaine. Quand il y avait un État romain stable, il y avait la paix intérieure. Il y avait une paix intérieure qui fait que pendant 3 siècles, eh bien, l'économie romaine a explosé, la prospérité générale a explosé, et qu'on le veuille ou non. Moi, je ne suis pas un grand partisan de l'économie marchande ni du capitalisme, mais qu'on le veuille ou non. Les grandes périodes de culture, les grandes périodes de création culturelle sont des périodes d'échange, sont des périodes de pacification. On pouvait aller de Lutèce à Rome sans risquer de se faire attaquer. Donc il y avait des échanges à la fois intellectuels, des échanges à la fois culturels, mais à partir du moment où sont arrivées les invasions barbares et d'autres phénomènes, eh bien tout ça s'est effondré. Et ça risque de s'effondrer dans n'importe quel pays. Comme le disait Aristote, tout État doit veiller à l'homogénéité de sa propre société. Pas trop d'homogénéité, bien sûr, c'est le mésotès, c'est le juste milieu, mais il faut quand même une certaine homogénéité. Or, une France dont l'État central jacobin s'est effondré, vous savez, dans 500 ans, on dira que la France s'est arrêtée avec De Gaulle. De Gaulle aurait été, disons, le dernier empereur, le dernier roi franc. Ah, mais maintenant, on est sorti de la France. Clovis se croyait encore dans l'Empire romain. Il n'y était plus. Ben, aujourd'hui, les historiens chinois de l'an 3000, ils estimeront qu'aujourd'hui, en l'an 2014 en France, nous ne sommes plus en France, et la France, elle existe sur le papier, mais en réalité, elle n'existe plus. Donc une société, les coûts globaux, c'est ça, une société trop hétérogène, une société en proie à des tensions internes, à une délinquance endémique, à des civilisations qui vivent entre elles de manière incompatible. Évidemment, tout s'effondre. L'économie s'effondre, la qualité culturelle s'effondre, les élites partent. Ça, c'est les coûts globaux. Mais ce n'est visible que sur une génération. Alors que les coûts directs, c'est visible tout de suite sur une feuille d'impôt. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous proposez alors comme solution Moi, la solution que j'ai proposée, mais c'est une solution évidemment qui est utopique. Mais il faut toujours prononcer des utopies. Moi, la solution que j'ai proposée, c'est une véritable Europe unie. C'est-à-dire l'alliance de tous ces peuples, une Europe unie fédérale, c'est-à-dire une union de tous ces peuples européens, y compris avec les Russes, à long terme, de manière à faire un espace homogène, protégé, pas du tout guerrier ni belliciste, mais qui sache se défendre, qui sache intimider les autres,
qui privilégie une autarcie ouverte des grands espaces, c'est-à-dire un commerce interne sur un marché de 400 millions d'habitants, qui se préserve des États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas un ennemi, les États-Unis, c'est un adversaire. Qui se préserve aussi de ce que j'appelle l'ennemi, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le monde arabo-musulman, qui est l'ennemi objectif. Et là, en disant ça, je ne critique pas. L'ennemi objectif depuis le Moyen-Âge, qu'on le veuille ou non, même si les élites aujourd'hui décadentes nient cette évidence. Bon. Donc voilà ce que je préconise, c'est à long terme, c'est ça. Dans plusieurs de mes livres, j'ai même dit quel était le programme économique idéal, etc., etc. Là encore, toujours dans le respect des autres peuples. Chacun chez soi, dans le respect de toutes les civilisations et de tous les autres peuples. Mais on n'a jamais vu, et le monde entier est sidéré de voir que l'Europe est la seule zone du monde qui accepte n'importe qui dans ses rangs et qui ne comprend pas que l'unité ethnique et culturelle d'un peuple est absolument essentielle à son maintien dans l'histoire. Comme le disait Aristote, un État qui règne sur un peuple trop hétérogène, comme on le voit actuellement au Moyen-Orient, ça ne peut pas être une démocratie, c'est forcément une tyrannie. Automatiquement. Alors moi, je ne veux pas une tyrannie pour les peuples européens, je veux un État démocratique, au sens aristotélicien et au sens grec du terme. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez alors, du modèle suisse pour l'Europe? Alors, le modèle suisse est très bien, mais le problème, c'est que la Suisse est un pays qui fait partie de l'Europe, que la Suisse est un pays qui n'a pas d'ambition internationale. Et on ne peut pas adapter au niveau d'un grand ensemble de 400 millions d'habitants le modèle qui est fait pour un pays de 8 millions d'habitants. C'est très difficile. Maintenant, en Suisse, il y a des éléments extrêmement intéressants, mais qui ont été commencés à être détruits par une immigration trop forte. Il y a d'abord une démocratie locale très importante, qui a choqué toute la gauche n'étant pas en France démocratique, la gauche étant toujours tentée par le totalitarisme et la collaboration. On l'a vu avec la collaboration de la gauche avec Vichy, où le personnel de Vichy était un personnel de gauche. On l'a vu aussi quand la gauche a collaboré avec le communiste stalinien, avec Pol Pot, avec Mao Tse-tung, etc., etc. Donc en Suisse, ce qu'il y a de bien, ce qui donc révulse sur la gauche, c'est qu'il y a des référendums d'initiative populaire. C'est que le peuple de souche a le vent en poupe, le peuple de souche peut s'exprimer. On ne le traite pas de populiste avec mépris. Bon, ça c'est le côté positif de la Suisse. Et deuxièmement, la Suisse est un pays où il n'y a pas les 35 heures, où les gens travaillent réellement, où il y a des compétences, où on respecte le travail bien fait, etc., etc. Donc il y a des éléments en Suisse dont les autres Européens devraient s'inspirer, mais on ne va pas faire comme le voulait Pompidou, de la France une grande Suisse avec un peu plus de soleil, ou de l'Europe une grande Suisse. Et donc on en revient quand même à l'Europe des États-régions et non pas des États-nations. Ben, on en revient, qu'on appelle ça État-nation ou État-région, je veux dire, c'est exactement pareil. L'État jacobin français a complètement failli. Donc le mieux, effectivement, ça serait d'avoir des États-régions un peu partout en Europe, sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont d'énormes inconvénients sur le plan culturel, sur le plan, dans tous les domaines. On peut les critiquer partout, on peut critiquer le rock'n'roll, on peut critiquer ce qu'on veut, on peut critiquer tout. Mais il y a une chose dans laquelle on ne peut pas les critiquer, c'est que c'est le pays qui a la plus grande stabilité institutionnelle de tout l'Occident. Et ça depuis 1794, ce qui est unique. Et pourquoi? Parce qu'il y a une constitution qui est très intelligente, qui est une constitution fédérale, qui est fondée sur une cinquantaine d'États. Ces États étant divisés en comtés, et puis voilà, c'est tout, point. Et point final. C'est extrêmement clair, avec une Cour suprême qui organise le tout. Bien entendu, la Maison-Blanche est assez détestée, mais ce n'est pas elle véritablement qui dirige les États-Unis. Mais ça, c'est hors constitution. Ce qui dirige les États-Unis, c'est ce que j'ai appelé les trois sœurs, c'est-à-dire la CIA, le Pentagone et le complexe militaro-industriel. Lorsqu'un président américain n'est pas d'accord, il est assassiné, ou il est démis comme Nixon ou comme Kennedy avant lui. Mais encore une fois, la Constitution américaine me semble quelque chose de tout à fait acceptable sur le plan des grands principes. Maintenant, tout ça, c'est une utopie. Une utopie, c'est une idée qui demande des générations à entrer dans les faits en histoire. Je dirais que l'objectif final, comme un navigateur qui est sur un océan et qui se dit je vais aller dans tel port, même si avant je vais tirer des bords, mais l'objectif final, c'est d'aller dans tel port. L'objectif final, c'est de construire une grande civilisation européenne organisée autour d'un grand État fédéral européen, mais un véritable État fédéral. Pas l'État qu'on a aujourd'hui, pas le pseudo, parce qu'il n'y a même pas ce qui est Bruxelles aujourd'hui, qui n'est pas un État fédéral, qui est une espèce d'administration technocratique qui pédale dans la choucroute, etc. Ça, on est bien d'accord. Mais globalement,
des nations comme la France ou même comme l'Allemagne ne peuvent plus jouer seuls, ne peuvent plus jouer seuls. C'est pas possible. Je veux dire, c'est impossible. C'est techniquement impossible. La Suisse, pour revenir à la Suisse, ils sont à moins 3% de chômeurs en ce moment. Alors, la Suisse est sur moins 3% de chômeurs en ce moment parce que d'une part, ils ont limité leur immigration. D'autre part, parce que l'État n'est pas là pour empêcher les entreprises d'embaucher, mais au contraire pour les aider à embaucher. Donc c'est un régime qui n'est pas un régime, je dirais, étatiste, administratif, techno-administratif comme en France, où en France, l'État, plutôt que d'aider les entreprises à embaucher, car seules les entreprises du secteur concurrentiel et marchand embauchent réellement. Ce n'est pas l'État qui peut créer artificiellement de l'emploi en embauchant toujours plus de fonctionnaires. Moins il y a de fonctionnaires, plus l'économie tourne bien. L'Allemagne, n'oublions pas, 84 millions d'habitants, à 14 millions d'habitants, à beaucoup plus de plus que nous, il y a 2 fois moins de fonctionnaires par citoyen, elle est mieux administrée, c'est quand même bizarre. Donc on pourrait aussi citer l'exemple du Canada, l'exemple de la Grande-Bretagne, où il y a beaucoup moins de chômeurs, et l'exemple de la Suisse. Pourquoi il y a beaucoup de chômeurs en France? Tout simplement parce que l'État, parce qu'en France, il y a une préférence pour le chômage plutôt que pour le travail. Les réglementations sociales en France sont absolument gigantesques, qui dissuadent d'embaucher. Pensez que le Code du travail français fait 6000 pages. Il s'augmente chaque année de 200 pages. Le Code du travail suisse fait 30 pages. Et M. Michel Sapin, très finot, on lui a dit le travail en France est trop compliqué, il est trop lourd, il est trop gros, trop administratif. Il a dit, oh ben, pour le rétrécir, on n'a qu'à l'écrire en plus petit. Bon, ce genre de blague est vraiment de très mauvais goût.